Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD, comics. Et comme d'habitude, je vais spoiler un tout petit peu chacun des tomes dont je vais parler dans cette vidéo. Si vous n'êtes pas à jour dans un titre en particulier, n'ayez pas peur, en description, il y a chaque titre dont je vais parler aujourd'hui, quel tome et à quel moment j'en parle. Donc voilà, si vous voulez savoir juste mon avis sur un manga en particulier, description. Et j'espère que prochainement j'aurai la petite option pour avoir les chapitres parce que ça sera quand même bien plus simple. Allez, on commence tout de suite. On commence avec Dr Stone de Boichi. Alors pour ceux qui connaissent pas ce nom, déjà honte à vous. Et si vous êtes un peu curieux, en début de semaine j'ai fait une vidéo sur Sunken Rock, l'un des grands mangas du dessinateur. Donc si vous aimez bien le style de Dr Stone, vous connaissez pas l'auteur, allez voir Sunken Rock, vous allez kiffer. Enfin, sauf si vous avez 8 ans, n'allez pas voir cette vidéo, c'est pas pour vous. Voilà, donc Dr Stone, c'est ce qui se passe après la saison 1 qui est sur Crunchyroll. Ça va sûrement être adapté dans la prochaine saison parce que de toute façon, c'est la fin de l'arc de Tsukasa. Donc le premier tiers du tome, c'est la fin de l'arc, l'affrontement avec la rébellion du mec qui se bat avec une lance. Et ensuite, on part sur un nouvel arc où bon, bah Tsukasa est gelé, donc il va falloir explorer le monde, découvrir comment soigner Tsukasa qu'ils ont gelé pour ensuite pétrifier, pour ensuite soigner. Très compliqué, le plan un peu bizarre. Et donc ils veulent découvrir qu'est-ce qui a provoqué la pétrification des gens il y a des milliers d'années. Et donc pour ça, ils veulent construire un bateau, mais il faut un navigateur. Donc ils vont réveiller un navigateur. Et alors après, il y a plein de systèmes d'économie qui se met en place qui est n'importe quoi, qui est à mourir de rire. Mais j'ai bien aimé un personnage qui dit ouais, mais le pétrole, je le veux et je vais faire de l'argent partout. Je vais donner du papier qui n'a aucune valeur en fait. Finalement, c'est du papier avec marqué 100, mais la valeur qu'on lui donne, c'est la valeur de la bourse. Et ils vont quand même réussir à faire une chute de la bourse. C'est n'importe quoi. J'ai adoré ce passage avec l'argent. Ils commencent à faire beaucoup d'argent et finalement, après, l'argent ne vaut plus rien. Et les mecs, ils vont bosser comme des damnés pour avoir peu d'argent en fait, qui ne vaut pas grand chose, juste pour avoir un ramen. Ça mourir de rire, mais j'ai beaucoup aimé Dr Stone. Là, franchement, on arrive dans les passages que j'ai arrêté de lire en scan. Pas parce que c'était mauvais, mais le manga arrivé en France, j'ai dit bon, j'arrête et je vais suivre la publication française. Donc le prochain tome, j'ai hâte de lire parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Ranma 1/2, le tome 13, j'ai lu il y a genre 2 semaines à peine, donc je suis super content d'enchaîner 2 tomes de Ranma 1/2, et j'ai cru comprendre que fin juin, il y a le tome 15 qui arrive. Alors est-ce que Glénat est en train de bourrer les Ranma pour finir cette année? Je serais vraiment super content qu'il y ait 19 tomes dans ma collection prochainement. De toute façon, grand max 2021, la série est terminée. Alors en plus, je sais qu'à Mao, le nouveau titre de Rumiko Takashi qui arrive début juillet, si ça n'a pas changé avec le Covid-19. Donc une nouvelle série, alors que Rin chez Kaze n'est toujours pas terminée. Et je sens que ça, on va la terminer dans 30 ans, c'est pas possible. Il faut vraiment que je commence Rin en plus, c'est bien. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ranma 1/2, tome 14. Donc, on termine l'histoire avec la prof qui changeait d'apparence et ses techniques de 50e. Où on découvre comment elle a obtenu ça et qu'en fait, c'était une fille malade. C'était super intéressant. Ensuite, on a un gros passage sur le passé de Akane. Qui retrouve son premier amour avec le combat avec les dragons, les travelots. C'était à mourir de rire, j'ai beaucoup aimé. Il est quand même bien moins bon que le tome 13 où il y avait un enchaînement d'arcs qui était incroyable, notamment l'arc avec la tribu du muscle qui était vraiment incroyable. Passé après ça, en plus quelques semaines après, forcément, je l'ai trouvé sympathique mais un peu moins bien. Voilà, Ranma 1/2, je suis très content, il faut vraiment que je me fasse Inuyasha, Rin, c'est les 2 gros titres qui me manquent. Alors il y a aussi Maison Ikoku, putain, puis il s'agit Ikoku. Non, c'est pas Ikoku. Bon, il y a les rééditions chez Tomcam, donc je prends ça régulièrement. Voilà. Ranma 1/2, j'aime toujours autant, il reste 4 tomes si je dis pas de conneries. Gigant, tome 4, 3 minutes 50. Voilà, c'est le temps que j'ai mis à finir ce tome. Non, je rigole. J'avoue qu'il se passe pas grand chose dans ce tome 4. C'est un peu le problème avec les œuvres de Yaoku. C'est que la narration est super fluide, ce qui fait que tu enchaînes les tomes, mais en fait, quand tu finis un tome, t'as l'impression qu'il s'est rien passé. En fait, grosso merdo, c'est... on est en plus sur ce qui s'est terminé dans le tome précédent avec les géants qui arrivent. Il y a, putain, comment ça s'appelle, Papiko qui veut sauver son petit copain et elle se transforme en géant. Alors j'adore la chute où elle est en combinaison militaire, elle saute en parachute et qu'elle explose, elle devient gigantesque pour affronter 3 titans, donc en plus des divinités destructrices. Et j'aime bien comment elle se fait détruire et après elle se rétrécit, elle rentre dans un, elle fait Ant-Man, ce qu'aurait pu faire Ant-Man dans le film Civil War, rentrer dans l'armure de Iron Man et grossir pour exploser Iron Man. Ça aurait été génial, mais il l'a pas fait. Ou alors s'il l'a fait, je m'en souviens pas.
que ça me dit rien. Je crois qu'il le fait dans les comics, mais peut-être que je dis une connerie. Voilà, pas grand chose à dire de plus. J'avoue que là, c'est pas un temps de transition, mais ça va tellement vite ce qui se passe dedans que t'enchaînes les pages et t'en sors, tu fais, en fait, j'ai lu quoi? Et je pense qu'il faudrait que je relise, quand ça sera terminé, je relirai tout d'un coup. Ça sera peut-être beaucoup plus clair, mais c'est sympathique. Mais pour l'instant, c'est pas le meilleur titre de l'auteur. Gantz est au sommet. Encore Last Hero Yashiki, le fait que ça soit court et l'histoire est assez intense, j'hésite. Mais comme Gantz, il y a plein de bons moments, Osaka, tout ça. Gigante, pour l'instant, c'est son plus mauvais titre, mais bon, sur 3 titres que j'ai lus. Beastars, tome 10. Putain, qu'est-ce qu'il était bien ce tome, mais qu'est-ce qu'il était dense. Il y avait plein de choses, déjà on découvre les origines de ce personnage-là, qui est l'un des sbires de Louis le cerf, j'ai oublié son nom, putain, je suis horrible. On découvre aussi des trucs sur la mafia, qu'il y a des herbivores qui enlèvent des carnivores pour dévorer des parties de leur corps, c'est un petit peu comme en Afrique où ils tuent les albinos, donc les Africains blancs, pour leur couper les couilles parce que ça a des vertus médicales. Voilà. C'est un peu le même principe, ils tuent des animaux carnivores, ils volent un poumon juste parce que, genre, le poumon d'un loup, ça va les rendre plus forts au niveau de la caquette. C'est plus ou moins ça, hein, ce qui se passe dedans. Vraiment, passage très trash. Ensuite, on a un passage sur les origines de Legoshi. On apprend que c'est un métis lézard. Voilà, j'avoue que c'est sorti de nulle part, j'ai fait « Ah ok, donc il y a bien des espèces hybrides dans l'univers de Beastars ». C'était pas trop évoqué, là on apprend que le grand-père de Legoshi a plus ou moins fait la guerre et que c'est un lézard. Donc il a du sang de lézard. Voilà, franchement, un super tome, il se passe tellement de choses, il y a la confrontation avec l'ours dans l'herbe noire. Voilà, je saurais même pas quoi dire, tellement il y a de choses. C'est un super tome là, franchement, l'auteur m'a régalé sur ce tome. Valkyrie Apocalypse, encore une fois, c'est un super manga. J'adore vraiment ce manga, qui est très intelligent tout en étant totalement bourrin et débile dans les combats. Le tome précédent nous commençait l'affrontement, il n'est même pas encore commencé, entre Kojiro Sasaki, pour ceux qui connaissent Vagabond, c'est le mec qui est sourd, et de toute façon, je crois qu'il va apparaître dans Orient, qui se passe à la même époque, à Poséidon, ce bel et faible, et comme d'habitude, il y a des parallèles, des miroirs qui sont faits entre les deux personnages. On a d'un côté Poséidon, qui est un dieu qui n'a jamais connu la défaite, qui n'a jamais été effrayé par quoi que ce soit, qui est jeune et beau, face à un vieillard, entre guillemets moche, qui est connu pour être quelqu'un qui n'a jamais gagné. Tous les opposent, et putain, l'affrontement, il est épique. Le passage où Kojiro, il s'imagine plein de combats et qui dit « Là, je vais perdre, là, je vais perdre, là, je vais perdre », jusqu'à trouver la faille pour affronter Poséidon. C'était super bien. On a le flashback sur Poséidon, alors qui raconte des trucs sur la mythologie grecque que je ne me souviens pas trop. Adamas, ça me dit rien. Est-ce que c'est une invention? Ceux qui sont calés, dites-moi. Là, ça me dit rien du tout. Adamas. Pour moi, il y avait 3 fils de Thanos, plus Hera, Déméter, et peut-être une 3e. Aphrodite, c'est pas vraiment... Enfin, sa fille, c'est ses couilles, quoi. C'est son sperme dans la mer. Voilà, c'est grosso modo, c'est ça, Aphrodite. Voilà, on a son flashback. On a le flashback sur Kojiro Sasaki, qui était super bien. Franchement, toujours aussi bien. Et j'ai vu la couverture du prochain tome. Et je sais ça va être quoi le combat. Ça va être épique, j'en dis pas plus. Mais par contre, il y a 6 tomes ou 7 tomes au Japon. Donc ce qui veut dire que on est vraiment très près de la publication japonaise. Et j'ai peur qu'on arrive à un moment où on va avoir un tome tous les 6 mois. C'est triste, mais en tout cas, si vous n'avez pas encore cédé, allez-y. C'est de la bonne cam. Alors c'est un gros tournoi baston. Mais par moments, c'est très intelligent et par moments, c'est totalement débile. Mais les planches sont fabuleuses. Shonan 7, tome 16, donc l'avant-dernier tome de la série, le spin-off sur GTO. Même si, le côté GTO, on l'a pas trop. Alors ça se passe à Shonan, la ville d'origine de Onizuka. Mais à part ça, alors, soit j'ai raté quelque chose, à aucun moment il est fait mention de l'Oniwa Bonshu. Donc le gang, enfin le duo qu'a fait Onizuka avec son pote... Daisuke, si je dis pas de conneries, ça remonte à longtemps, GTO, j'allais dire One Piece, n'importe quoi. Ça y est, il y a grosse alliance de tous les meilleurs lycéens de Shonen pour affronter les Black Shonen 7. Gros affrontement, il y a le moment épique, c'est un peu le moment dans les chaînes de sport où ils font tournoi Coupe du Monde, on réunit les meilleurs de chaque équipe qu'on a cassé la gueule. Là, il y a la même chose, là, t'as l'arrivée des 2 gros costauds, les 2 sumo qui viennent, tu fais, oh, ça va être épique. Et là, il y a 2 mecs en face, c'est des militaires black. Tu dis, oh, ça va être épique ce combat. Là, il y a 2 jumeaux contre 2 jumeaux, ça va être épique. Et je me dis, il reste plus qu'un seul tome, la fin. Alors, aussi, Schlass. Voilà, je sais pas pourquoi, on nous balance le mot Schlass pour faire parler des couteaux.
J'ai pas trop compris pourquoi on dit ce terme, schlass. Alors, ça, c'est de l'argot pour dire couteau, mais canif, lame, pourquoi schlass? Schlass, quoi? Qui dit ça aujourd'hui? Je sais pas. Furio, Furio Gang, Furio Squad, dites-moi si vous regardez ma vidéo. Là, j'avoue, j'ai pas trop compris pourquoi ce terme-là en particulier. On dirait qu'ils ont fait un petit peu comme Tokyo Revenger avec les Blarf et compagnie. Je sais pas pourquoi. Alors là, je vais pas remuer le couteau dans la plaie, mais là, j'avoue que. Puisque je dis le couteau. Voilà, mais en tout cas, Shonen Seven, c'est de la bonne. Si vous connaissez pas encore, c'est un flux en 17 tomes, c'est de la bonne. Mob Psycho 100 ou Mob Psycho 100, tome 14 sur 16, donc il reste plus que 2 tomes. Donc d'ici la fin de l'année, la série est terminée. Et je campe sur mes positions. Pour moi, Mob, c'est un plus grand plaisir à lire que One Punch Man. Alors, j'adore le dessin de Yusuke Murata, mais passer le dessin de Yusuke Murata en termes de ce que raconte One Punch Man, eh ben, je préfère ce que raconte Mob Psycho. Là, j'avoue, tout le passage avec Smile qui affronte, enfin qui est devenu une sorte de divinité brocoli qui affronte Mob, c'était épique. Ça va être la saison 3. Et alors il n'y a pas beaucoup de tomes parce que je crois que là c'est le tome 13, c'est déjà là où se terminait la saison 2. Il reste 3-4 tomes, donc la saison 3 va être très courte mais ça va être épique. Là le combat qu'il y a dans ce tome, il est déjà dingue. J'ai hâte de voir ce que ça va donner dans la saison 3 qui arrivera un de ces 4. Pour l'instant il n'y a pas d'annonce mais j'ai hâte de lire ça, j'en dis pas plus. Alors aussi gros big up à Kurokawa. Je sais pas si vous voyez, mais là en fait sur la couverture il y a plein de petites gouttelettes. Chaque gouttelette c'est du vernis sélectif. C'est-à-dire que même les petites gouttelettes de merde, alors sauf 2 ou 3, j'ai l'impression qu'elles n'ont pas été, ou alors c'est peut-être c'est foiré sur ma couverture, mais chacune des petites gouttelettes qu'on voit, c'est du vernis sélectif. C'est-à-dire que ça brille, c'est au toucher. Je crois que c'est Fabien Vautrin qui est le traducteur de Pokémon et qui est donc sur la chaîne graphique de cette série et d'autres séries de Kurokawa, qui a fait ça. Et même lui sur Twitter a dit, c'était une plaie à faire, et je le comprends, putain, tu vois toutes les petites gouttelettes, tu dis, c'est du vernis sélectif, donc c'est-à-dire qu'il a dû se faire chier à détourer pour dire ça, on mettrait du vernis dessus. Voilà, gros soutien à Kurokawa qui a fait un super boulot sur cette couverture, et jusqu'à présent, ils ont fait du beau boulot sur Mob avec le vernis sélectif. Franchement, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Rikudo, la rage au point, tome 20 sur 23, donc pareil, encore une fois un titre qui va se terminer cette année. Si vous ne connaissez toujours pas, mais lisez Rikudo. Alors, je l'ai déjà dit plusieurs fois, les premiers tomes, j'étais pas hyper fan, mais c'est super bien. Depuis le tome 5-6, c'est super bien, je me répète, mais waouh, là, ce tome-là entre Riku et Kaede, enfin, j'avais oublié son nom, Kaede Yodo, super bien, qui est fait parallèle avec donc le père de Kaede et entre guillemets, le mentor, le Shanks de Riku. Super bien, en plus qu'on voit sur la couverture, c'est eux qui sont sur la couverture en version jeune. Et j'ai adoré leur retrouvaille où tu te dis, oh putain, ça va chier. Et finalement, ils sont super potes. Ça m'a pas mal choqué. Pendant toute la série, t'as l'impression qu'il y a une certaine rancœur, une rage entre les deux personnages. Et finalement, ils sont super potes. Et alors, mention spéciale au petit bonus qu'il y a à la fin, où t'as le père de Kaede qui fait un gros smack au menteur de Riku. J'avoue que j'étais waouh, le mec il l'a cherché jusqu'au bout. Déjà il se touche les baloches quand il se rend compte en mode provocation. Là l'autre après il y a 10-15 ans il l'a embrassé juste pour le provoquer. Les mecs jusqu'où ils sont allés je sais pas, mais en tout cas super bien. Il reste que 3 tomes mais ça va être 3 tomes de folie. Pas grand chose à dire de plus, franchement Riku c'est vraiment au niveau du dessin que l'auteur mais il se lâche, les combats sont dingues, les angles de vue sont dingues. Très certainement je vais faire une vidéo dessus parce que en termes de dessin, mais c'est impressionnant. J'adore Hippo, mais Hippo en termes de dessin, ça n'a rien à voir avec Riku. Riku, il y a des détails partout, il y a des trames partout, des traits partout. Il y a des angles de vue assez audacieux qu'on n'a pas forcément dans Hippo, qui est très simple. Enfin, simple quand je veux dire simple, c'est pas méchant, mais c'est vraiment beaucoup plus standard. Voilà, après on va me dire Hippo, c'est mieux. J'adore Hippo, il y a 100 tomes de plaisir. Mais Riku, il y a franchement en termes de dessin, incroyable. The Quintessential Quintuplé, tome 3. Pas grand chose à dire dessus parce que je savais déjà ce qu'il y avait dedans, parce que c'est ce qu'il y avait dans la saison 1 de la série qui était sur Crunchyroll. Le gros du tome, c'est quand même le père des quintuplés qui dit à Futaro, si mes filles n'ont pas la moyenne dans chacune des matières, t'es viré. Et petit coup de bluff de Nino qui est sur la couverture, on a eu la moyenne dans une matière, chacune. Ça veut dire qu'on est quand même forte. Et le père il fait bon, ok, il raccroche. Alors que bon, elles ont eu une bonne note, enfin ils ont eu 30 sur 100 minimum sur une matière sur 5.
Ça veut dire qu'elles ont eu, ouais, elles ont eu la moyenne. Si on prend la meilleure note de chacune, dans une matière, elles ont eu la moyenne. Voilà. Mais c'est pas ouf quand même quand tu vois que c'est sur 100 ce qu'elles ont eu. La plupart, elles ont même pas dépassé les 150. C'est vraiment des nuls, hein, parce que ça veut dire que sur 500, elles ont même pas eu 250. Bon, voilà, c'est de la merde. Sinon, ça reste sympathique. Et alors, ça amorce l'arc du camp de vacances, enfin, la soirée où ils doivent danser, qui était donc le point d'orgue de la saison 1. Ça se finissait vraiment là-dessus. Donc, encore un tome ou deux avant de dépasser l'animé. Donc, avant de découvrir pour moi de l'inédit. Voilà, franchement, toujours un réel plaisir. Et Nino, elle est magnifique sur la couverture. Mais moins que Ichika, qui reste quand même ma waifu. Et on finit avec le meilleur, l'attaque des titans, tome 30, ou Shingeki no Kyojin. Je vais pas trop en dire, parce qu'il y a des gens qui ont vu le trailer de la saison 4, si je dis pas de conneries, qui était hypant. Comment dire? J'ai peur parce que je me dis, bah, saison 4, ok, saison finale, ok, le manga est même pas terminé au Japon. Donc ça veut dire qu'ils vont commencer l'animé qui n'est peut-être pas encore terminé. Alors peut-être qu'ils vont faire en 3 parties, genre saison 4, partie 1, 2, 3, parce que là, je crois qu'il y a au moins 10 tomes à adapter pour une seule saison, ça fait beaucoup de choses. Je pense qu'on va pas avoir plus, on va avoir plus de 26 épisodes, c'est sûr et certain. Donc parlons de ce tome qui est, comme vous le voyez sur les pages, est un gros flashback, enfin il y a plusieurs flashbacks. Notamment, on a un flashback sur le père de Eren, on découvre plein de choses, on découvre des trucs sur le titan assaillant et des pouvoirs cachés, notamment le voyage dans le temps. Voilà. Ce qui remet un peu en question certains passages du manga, notamment, c'est sûr et certain, la première page du manga où Eren pleure. Ça a une putain d'importance avec ce pouvoir de voyager dans le temps. T'as remis en question pas mal de passages du manga où tu dis ah ok, en fait non, c'était Eren qui manipulait son père. Tu dis waouh, et quand tu vois le Eren Kruger dit au père de Eren, sauf Eren, Armin et compagnie, tu dis merde, en fait c'est Eren qui l'a manipulé. Oh là là, franchement ça a chamboulé un peu le manga. Après on a les origines de, pas Historia, mais de Ymir, donc la reine des titans, celle qui a créé les titans, le titan original. Et waouh, c'était juste une esclave qui s'est fait manipuler toute sa vie par un roi corrompu. C'est horrible et tu te dis, en fait peut-être que le châtiment des Eldiens est un peu mérité finalement, c'est un peuple dépravé, c'est une esclave qui elle-même a été une esclave toute sa vie et qui détestait cette vie qu'elle a eue, peut-être qu'elle a maudit son propre peuple et c'est pour ça qu'ils subissent ça aujourd'hui. On verra par la suite, mais en tout cas ce tome là était magnifique. Ceux qui arrêtent que l'animé, je pense qu'ils sont déjà partis depuis longtemps, ça va être une saison 4. Je mets, alors sauf si l'animé est mal animé, hein, j'espère pas, mais c'est sûr et certain que la saison 4, ça va être une dinguerie sans nom. Déjà ce qui s'est passé dans les précédents tomes, avec les titans, l'attaque des Eldiens, des Mars, c'était n'importe quoi. Donc j'ai hâte de voir cette saison 4, même si je sais ce qui se passe. La saison 4, ça va être une dinguerie sans nom. Donc voilà, c'était ma vidéo, mes lectures, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez la vidéo. Et en description, il y a des liens vers mon Twitter, mon Discord et mon Instagram. Et moi je vous dis à plus, et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde.